Ravie de vous retrouver avec ma troisième et dernière vidéo donc sur mon expérience du cycle de méditation MBSR. Alors je sais qu'il devait y avoir 8 vidéos en tout, mais ce début d'année a été super chargé, je dois l'avouer, et j'ai vraiment pas pris le temps, pas eu le temps, pas forcément eu l'envie non plus de faire une vidéo par semaine de cycle. Donc je vous en avais parlé sur Instagram, je vous avais mis un petit sondage et donc du coup on s'était mis d'accord entre guillemets sur le fait de vous faire une grosse vidéo récap pour finalement discuter avec vous de finalement tout ce que le cycle m'a apporté et qu'est-ce que j'en retire aujourd'hui. Donc déjà dans la première partie, j'avais envie de faire un petit rappel pour les personnes qui n'avaient pas vu les deux premières vidéos sur ce qu'est la méditation MBSR. La méditation MBSR, elle a été créée, je mets des guillemets, à la fin des années 70 par un médecin qui s'appelle Jon Kabat-Zinn. Et cette pratique, elle a d'abord commencé à se développer dans les hôpitaux, dans les structures hospitalières aux États-Unis. Ensuite, les programmes, ils ont commencé aussi à se développer en dehors de ces structures médicales, ce qui fait que des personnes comme vous et moi puissions pratiquer, suivre un cycle de méditation MBSR. Le programme, il est vraiment présenté comme une aide pour faire face et travailler avec le stress, pour faire face aux difficultés de la vie, pour faire face à la douleur aussi. Et finalement, tous ces effets, entre guillemets, ont été attestés par des études scientifiques. J'aimerais vous parler un petit peu de Jon Kabat-Zinn. Donc, il pratiquait finalement déjà la méditation et le yoga depuis super longtemps. Il explique dans son livre Où tu vas, tu es, que je vous recommande, qu'il avait commencé à pratiquer le yoga et la méditation quand il avait 20 ans. Donc finalement, quand il a mis ça en place, on va dire, il était déjà convaincu pour lui, d'après lui, des bienfaits de sa pratique. Donc fatalement, il savait que ça allait aider des gens, peut-être pas tout le monde, parce que comme il l'explique, c'est pas non plus une panacée, mais en tout cas que ça pouvait aider de nombreuses personnes. On dit souvent, enfin en tout cas ce qu'on peut lire, c'est qu'il a repris les principes de la tradition bouddhiste et il les a appliqués à l'Occident. Appliquer à l'Occident, ça veut pas dire grand-chose. En fait, il faut juste se dire qu'il a dépouillé le plus possible les principes de la tradition bouddhiste pour faire de la méditation MBSR une pratique qui va être ni ésotérique, ni religieuse, ni même, selon ses propres mots, une pratique spirituelle. Pour lui, il voit vraiment la méditation comme un art de vivre. Finalement, il préfère rester sur le terme de pleine conscience. Et pour lui, ça signifie faire attention d'une manière particulière, être présent, sans jugement de valeur, avec la plus grande clarté d'esprit, mais aussi, et c'est quand même super important, l'acceptation de la réalité. Et ça, accepter la réalité, je pense que c'est quelque chose de très très difficile. En tout cas, pour moi, c'est une des choses les plus difficiles dans la mesure où c'est parfois difficile de laisser de côté nos idéologies, nos croyances et juste observer les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Après cette hyper longue intro, on est prêt à rentrer dans le vif du sujet, à savoir comment se déroule un cycle de 8 semaines. Donc un cycle de 8 semaines va s'étaler entre 2 et 3 mois, suivant quand est-ce que vous le prenez, suivant est-ce qu'il est interrompu par des vacances ou pas. Avant le début du cycle, moi j'ai eu un entretien avec la formatrice, donc c'était sous forme de réunion, donc on était plusieurs, c'était pas un entretien individuel, mais je trouve que c'est super intéressant dans la mesure où vous pouvez vraiment voir si l'approche de la personne vous convient. On passe quand même 8 semaines avec cette personne, donc je pense que c'est quelque chose à pas zapper si vous le pouvez. Ensuite, on s'est retrouvés à raison d'un cours par semaine, un cours qui durait 2 heures. Avec le groupe, donc nous on était 7. Pendant ce cours hebdomadaire, on découvrait au fur et à mesure chacune des différentes pratiques qu'on allait voir au cours du cycle. Et à la fin, on avait un temps d'échange. Donc ce temps d'échange, en fait, on pouvait l'utiliser pour expliquer ce qui s'était passé pendant la séance, pour faire part de nos retours, de nos difficultés. Voilà, donc c'était assez enrichissant et puis surtout c'est là où on voit qu'on n'a pas du tout tous les mêmes retours, même en faisant une pratique identique. Et à la fois, on arrivait aussi beaucoup à trouver des échos dans ce que disaient les autres.
Donc, ce qui est intéressant dans cette pratique de méditation MBSR, c'est qu'elle n'est pas unique. C'est-à-dire, vous allez voir, il y a plein de pratiques différentes. Donc, la première dont j'avais envie de vous parler, c'est la méditation sur le souffle. Donc, c'est juste le fait d'observer sa respiration telle qu'elle est et sans chercher à la contrôler. Et je sais que si parmi vous, il y en a qui enseignent le yoga ou qui font le yoga, on a beaucoup tendance à tout de suite vouloir faire la respiration Ujjayi, tout de suite à chercher finalement à contrôler ou à allonger les expirations. Et en fait, là, l'objectif, c'est de vraiment, justement, rien faire, donc juste observer comment notre souffle est. Et pourquoi j'avais envie de vous en parler en premier? Parce que moi, je la trouve super intéressante dans la mesure où c'est pas du tout une pratique formelle à faire sur son petit coussin, mais c'est vraiment une pratique à emporter partout avec vous, et nous c'est comme ça qu'elle nous l'a enseigné, c'est-à-dire que vous pouvez la mettre en place pendant une activité quotidienne de votre journée. Comme ça, vous verrez, vous êtes beaucoup plus présent à ce que vous faites. Donc c'est vraiment la méditation à retenir dans la mesure où on n'a besoin de rien. On n'a pas besoin d'application, on n'a pas besoin de tapis, on n'a pas besoin de chronomètre. Non, on a juste besoin d'être là, tout simplement. Ensuite, la deuxième méditation dont j'avais envie de vous parler, donc c'est la méditation assise. Souvent, on pense qu'il faut à tout prix un petit zafu, donc c'est les petits coussins de méditation, ou je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce que j'entends beaucoup. Vous savez, les petits coussins en demi-lune ou des briques ou quoi. Mais en fait, si vous êtes confortable sur un de ces outils, ustensiles, je sais pas comment dire, tant mieux. Mais en fait, asseyez-vous comme vous vous sentez le mieux. Si c'est sur une chaise que vous vous sentez le mieux, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de s'asseoir en lotus pour bien méditer. L'idée, c'est de vraiment avoir une assise confortable. Elle employait l'adjectif de digne et pas avoir de douleur insupportable ou pas sentir que ça vous fait très mal. Il y a des personnes, la position tailleur, ça peut leur faire mal aux genoux. Donc il ne faut pas se forcer dans ça. Après, c'est normal de ressentir quelques inconforts au niveau du dos, parfois au niveau des jambes, parfois des petites fourmis. Bon, après, ça fait partie aussi de la méditation. L'idée, c'est d'essayer de rester présent avec ces désagréments. C'est un bon exercice à condition que ça ne devienne pas grave, dans la mesure où il ne faut pas vous faire mal en méditant. Donc ces méditations assises, elles pouvaient durer, donc elles avaient différentes durées, elles étaient entre 20 minutes, 40 minutes. Ensuite, il y avait une méditation dont on avait beaucoup parlé dans la première vidéo, la méditation couchée. Donc ça, c'était tout simplement le scan corporel. L'idée, c'est d'être allongé, donc là aussi allongé sur un tapis, mais vous pouvez aussi le faire assis sur une chaise. Et en fait, on va faire attention à chaque partie du corps selon un ordre bien précis, c'est-à-dire de haut en bas ou de bas en haut, mais aussi en latéralité, de gauche à droite ou de droite à gauche. Et moi, j'ai trouvé qu'elle était super intéressante parce que vraiment, c'est après certains scans corporels, je me sentais vraiment avec plus d'énergie, je me sentais vraiment bien. Si j'avais fait le matin, si je faisais le soir, ça m'endormait. Mais c'est assez facile aussi de s'endormir dans cette méditation. Voilà, donc moi je trouve que le scan corporel, il faut peut-être l'apprivoiser au début. Ça sert pas forcément à quelque chose de commencer petit. Parfois faire des longs scans comme nous, elle nous proposait de faire des scans de 40 minutes, ça peut être intéressant aussi parce que on va pas s'endormir pendant les 40 minutes, il y a toujours un moment où on va revenir présent et donc du coup ça nous aide à développer finalement cette présence. Ensuite il y avait le yoga. Donc alors vous allez me dire c'est un peu bizarre qu'on retrouve du yoga, alors pas du tout. Dans la mesure où finalement le yoga ça peut être vu, et moi je trouve que c'est intéressant de le voir aussi comme ça, comme une sorte de méditation en mouvement. Après le yoga comme il est enseigné dans le cycle, il est totalement différent de ce que j'ai l'habitude de pratiquer. Donc on enchaîne différentes postures, debout ou couché. Il n'y a pas forcément, en tout cas nous on n'a pas eu d'ajustement de la part du professeur. Donc en fait on fait très peu attention aux alignements. On n'est pas du tout sur du yoga Iyengar par exemple. C'est très intérieur. On est beaucoup dans l'intériorisation. On peut juste avoir les écouteurs pour écouter les instructions de la professeure ou du prof. Et finalement, je trouve que ça peut être une très bonne base pour débuter le yoga dans la mesure où en yoga, c'est dommage, aujourd'hui je trouve qu'il y a beaucoup de comparaisons. Je pense que ça a toujours été comme ça, peut-être avec les réseaux sociaux. Je trouve qu'on a beaucoup tendance à comparer, à juger. Là, je trouve que c'est une pratique tellement intérieure qu'on n'a pas le temps pour ça.
Et ça viendrait même pas à l'idée. Donc je me dis que quelqu'un qui n'a jamais fait le yoga, qui prend entre guillemets ses bonnes habitudes, ça peut être une super aide pour la suite. Et quelqu'un qui a l'habitude de pratiquer le yoga, eh ben, je trouve que ça peut redonner une certaine dimension au fait de revenir à l'intérieur en yoga. Ensuite, il y avait des méditations que j'ai beaucoup appréciées. C'était des méditations bienveillantes, les méditations de la montagne, du lac. Alors, c'est différent des visualisations. Moi, c'était ce que j'avais demandé à la prof avant de faire le cycle, c'était est-ce qu'il y avait des visualisations parce que j'avais pas forcément envie de suivre le cycle d'un cycle où on m'apprenne des visualisations. Je trouve ça super intéressant, mais pour moi, c'est à part de ce que j'avais envie d'apprendre dans la méditation MBSR. Et en effet, c'est pas du tout des visualisations. En fait, on va dire qu'il y a une visualisation au départ, mais on va pas du tout se laisser guider dans dans la visualisation. On va surtout revenir aux sensations que cette visualisation nous procure. Et du coup, ça donne vraiment une autre dimension à la méditation et j'ai vraiment adoré ces méditations. Ensuite, on a l'alimentation consciente, dont je vous avais déjà parlé dans la première vidéo. L'alimentation consciente, c'est prendre le temps de manger, tout simplement, et prendre le temps d'observer les sensations de la nourriture quand on la mange. On prend plus le temps de mâcher, et je pense que c'est hyper important ou hyper intéressant pour les personnes qui mangent trop vite. Après, il y a une autre explication un petit peu plus physiologique. Ça, c'est un petit rappel de naturopathie. C'est-à-dire que si on mâche bien, si on prend le temps de bien mâcher, on aura une sécrétion d'amylase qui va commencer à prédigérer les aliments. Donc du coup, notre digestion sera plus facile, on se sentira mieux, peut-être un peu moins fatigué et on aura un sentiment de satiété un petit peu plus rapidement. Donc c'est super intéressant à tous les points de vue. Ensuite, il y a la marche méditative. Alors la marche méditative, je savais pas du tout ce que c'était. Je pensais pas du tout que ça allait être ça. En fait, le principe, c'était qu'on marchait à petits pas, mais vraiment... Enfin, pas à petits pas, à pas très lents, si vous voulez. Presque à être déséquilibré. Et on faisait ça en cercle dans le studio... Dans le studio où on faisait les cours. J'ai pas forcément eu super envie de refaire exactement cette pratique, mais tout simplement, c'est vrai que quand je vais dehors, je prends un petit peu plus le temps d'être présente. Pour moi, marcher, être dans la nature, c'est vraiment le moment où je recharge mes batteries. Ensuite, il y avait l'écriture consciente. Donc l'écriture consciente, on l'a fait qu'une fois, c'était le dernier cours. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'écrire sans se mettre d'intention, d'impératif ou de but. C'est vraiment laisser les mots venir d'eux-mêmes. Et moi, j'ai beaucoup apprécié, moi qui aime bien écrire, moi qui écrivais beaucoup plus quand j'étais plus jeune. Ça m'a vraiment... c'est un des exercices que j'ai le plus aimé faire, en tout cas, et ça m'a donné de nouveau envie d'écrire. Ensuite, donc on avait une journée en silence. Pendant laquelle on a pratiqué la méditation assise, la marche en extérieur, on a mangé chacun de notre côté en conscience, puis ensuite on a fait un scan corporel et la méditation de la montagne, puis on a eu un temps d'échange. Donc pendant tout le temps de la pratique, on va dire de 10h à 16h, c'était en silence et ensuite, au moment de l'échange, fatalement, on a recommencé à parler. Au début, j'avais un petit a priori, je me disais mon Dieu, ça va être long. En fait, c'est passé très vite, c'est passé beaucoup plus vite que ce que je pensais et je trouvais qu'on avait eu plus le temps de ressentir vraiment les pratiques, peut-être plus le temps aussi de rentrer dans les pratiques. Là, ce dont je vous ai beaucoup parlé finalement, c'est toutes les pratiques qu'on a vues la journée. Mais entre ces séances hebdomadaires, entre cette journée, il y avait les pratiques à la maison. On continue à pratiquer à la maison grâce à un livret qu'on avait, dans lequel on avait le résumé de tous les exercices qu'on devait faire. On avait un petit journal de bord pour noter nos méditations, noter les ressentis, des citations. Qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait une bibliographie. Plus on avait les pratiques audio. Donc chaque pratique audio durait entre 20 et 40 minutes. La formatrice, elle nous a encouragé à partir de la 2e semaine de plus privilégier les pratiques longues, donc de plus de 30 minutes. Puis on avait un tableau, différents tableaux suivant les thèmes de la semaine. Par exemple, on a eu un tableau, c'était le calendrier des expériences désagréables. Il fallait observer les émotions qui nous ont traversées, les sensations physiques, puis les noter. Donc il y avait ça, il y avait sur le stress, il y avait sur les sensations agréables dont je vous avais déjà parlé. Et je trouvais que c'était intéressant dans la mesure où cette histoire de noter les perceptions qu'on avait eues, ça permettait d'amener la méditation là finalement où elle est vraiment utile, en dehors de notre petit coussin et peut-être de notre petit confort aussi.
Alors, la partie épineuse des attentes et des résultats. Je vais pas vous commencer en expliquant ce que j'ai pu ressentir, je vais juste commencer à vous dire que ce soit la prof, notre formatrice ou Jon Kabat-Zinn dans ses livres, les deux expliquent que la méditation est la seule activité humaine dans laquelle nous ne devrions ni rechercher des résultats, ni nous perfectionner. C'est pour ça qu'au final, ça a été très difficile de mettre des mots sur mon expérience et de dire est-ce que ce cycle a changé ma vie ou pas. Il explique aussi, Jon Kabat-Zinn, que c'est important de garder sa pratique de méditation discrète. Et peut-être que c'est aussi l'obligation que je m'étais mise à tout prix de faire ce retour d'expérience qui m'a freinée dans le fait de tourner les vidéos. Mais en fait, je pense qu'il touche là un point essentiel. Ça me paraît hyper paradoxal de vous dire ça en vidéo et j'assume... J'assume mon incohérence. Mais le fait est qu'au plus on parlera de la méditation, au plus on essaiera de décortiquer ce qui se passe, de chercher des résultats, des bénéfices ou des difficultés, au moins on profite vraiment de la pratique pour ce qu'elle a à nous apporter. Après, et je trouve que c'est bien qu'il l'explique aussi dans son livre, et la formatrice aussi l'expliquait, c'est pas une panacée en soi, hein. C'est pas de faire de la méditation qui peut résoudre l'ensemble des problèmes. Parfois la méditation c'est une aide à mettre en place pour avoir un peu plus de clarté, un peu plus de recul, et peut-être de partir sur d'autres techniques, de la sophrologie, de la PNL, du coaching, ou même un accompagnement psy bien sûr, hein, pour vraiment mettre en place des choses dans sa vie, pour changer peut-être des situations finalement, qui font que sans cesse on retrouve les mêmes schémas. Je pense que c'est pas des choses on va dire, à mettre ensemble. C'est-à-dire que la méditation, elle va être là pour nous apporter du calme, elle va être là pour nous apporter une présence. Puis ensuite, ce qu'on mettra à côté en place, c'est ça qui fera que la situation change. Et je pense qu'ils ont raison d'insister là-dessus, mais à la fois je pense que c'est très dur. Mais c'est de faire ce cycle sans avoir la moindre attente. En fait, de le suivre dans un esprit de découverte. Après, pour être tout à fait honnête, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés et c'est pas du tout ce que j'ai fait. Je pense que j'ai fait une erreur finalement en suivant ce cycle avec l'intention que j'avais. Après la décision que j'ai prise de pas m'installer comme naturopathe, j'ai eu envie de me spécialisée finalement sur tout ce qui est gestion du stress, et le yoga, et la méditation MBSR me semblait être un super outil. Mais à la fois, je connaissais pas. C'est-à-dire que j'avais ma pratique de méditation, mais je me disais, il faudrait quand même que je fasse quelque chose de plus sérieux. Donc j'avais regardé, j'avais vu qu'il y avait des diplômes universitaires, j'avais vu cette université en Belgique qui forme finalement à devenir praticien de méditation MBSR. J'ai cherché un cycle de méditation MBSR, j'ai vu qu'il y en avait un dans ma ville. La réunion d'information était une semaine après que j'avais découvert ça. Je me suis dit, bon... tout est pile poil, tout est parfait, je m'inscris pour voir déjà si ça va me plaire. Et en fait, à la fois je le suivais en tant qu'élève, je sais pas si c'est le bon mot, mais oui, en tant qu'apprenti. Mais à la fois, je me disais, ouais, mais comment je ferais si je veux enseigner ? Vous voyez, il y avait quand même toujours cette, entre guillemets, arrière-pensée qui était là. Et au final, je me suis rendu compte que j'ai pas été aussi assidue que ce que j'aurais aimé être, que ce que j'aurais, entre guillemets, bien sûr, dû être. J'ai eu du mal à pratiquer de longues méditations à la maison. J'avais une routine qui était bien installée, de 15 minutes de méditation après du yoga. Là, finalement, ça a un petit peu bousculé mes habitudes. En fait, quand je faisais les méditations de 40 minutes, plus que j'enchaînais sur le yoga, plus que j'enchaînais sur ma journée, j'avais l'impression, et c'était qu'une impression bien sûr, mais de passer beaucoup de temps sur mon tapis. Et c'est bien, en soi, c'est bien, mais pour moi, à ce moment-là, peut-être fin d'année, début d'année, c'était peut-être un peu trop aussi. Je sais pas, peut-être que je me trouve des excuses aussi. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant le mois de janvier, et c'était juste après la journée de méditation, je suis sortie de cette journée, du coup, on avait juste fait un petit temps de pause entre midi et 2, on avait pu sortir. Mais sinon, toute la journée enfermée, un samedi, et là, j'ai eu envie de prendre l'air. Je sais pas comment vous dire, c'est arrivé d'un coup, comme ça. Et le lendemain, j'ai pas réussi à me mettre sur mon tapis pour méditer, et je me suis dit, là, je vais prendre l'air. Et je suis allée marcher un quart d'heure, et je me suis dit, waouh, en fait, c'est de ça dont j'ai besoin, là, pile à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait ça encore quelques matins. Ensuite, j'ai repris une pratique de méditation qui finalement me semblait plus juste, ou en tout cas plus adaptée à mes besoins. Après ça, je me suis dit, je suis pas prête.
Je suis pas prête à enseigner, ou en tout cas à me former tout de suite dans l'accompagnement d'un cycle de méditation MBSR. Autant je suis capable de proposer des méditations guidées parce que c'est quelque chose que je fais sur des durées qui sont pas de 40 minutes forcément, mais plutôt de 10, 15, 20 minutes. Ça me correspond bien. Autant je me suis dit, je me suis pas sentie à ma place ni prête à faire un cycle de méditation MBSR, donc au final, ça m'a apporté exactement ce dont j'avais besoin. Mais je tenais quand même à vous raconter cette expérience pour plusieurs choses, déjà pour être transparente avec vous, et aussi sur le fait que je pense que pour faire un cycle comme ça, c'est bien de le faire vraiment, comme je vous disais, dans un esprit de découverte pure, totale. Pas forcément d'y aller avec cette envie derrière tout de suite d'aller plus loin. Ensuite, question pratique. Donc déjà, j'avais envie de vous parler du coût. Donc ce cycle, il m'a coûté 400 €. Comme je vous ai dit, il dure 8 semaines. Les pratiques, elles durent entre 20 et 40 minutes. Donc je pense que c'est important d'avoir tous ces éléments en tête pour comprendre que c'est quand même un investissement. Moi, comme je vous ai dit, j'ai trouvé que c'était un gros investissement, aussi bien financier qu'en termes de temps. Donc c'est vrai, je pense que c'est bien de le faire quand vous vous sentez peut-être pas pris à la gorge financièrement ou quand vous n'avez pas, je sais pas, beaucoup de choses à faire et que là vous vous dites allez je vais rajouter ça. Je pense que c'est pas mal de le faire quand on a pas forcément beaucoup de temps, on a toujours le temps, hein, mais quand on a un emploi du temps relativement flexible. Ce n'est que mon ressenti. Si vous avez eu d'autres ressentis, si vous l'avez fait à un moment où vous étiez super speed et que ça a tout changé pour vous, j'aimerais bien que vous écriviez tout ça en commentaire. Moi, je vous partage juste mon ressenti. Encore une fois, je ne suis pas parole d'évangile. Ensuite, je pense que ça sert à rien de faire ce cycle en vous disant il faut à tout prix que je me fasse une routine de méditation parce que tout le monde dit que la méditation c'est bien. Je pense qu'il faut que vous vous écoutiez, que vous voyez vraiment ce qui vous fait du bien. Tout simplement. Après, il y a un truc que je retiens de ce cycle et qui est super important, c'est que la méditation peut être formelle, c'est-à-dire sur son coussin, sur son tapis, et informelle, en fait, en marchant, en conduisant, en écoutant, en étant présent. Et finalement, la formatrice, elle nous expliquait l'intérêt de ce cycle, c'était de créer quelque part une pratique formelle. Et qu'ensuite, selon elle, on arrivait à pratiquer de manière informelle plus facilement. Je pense que c'est juste important de comprendre que la méditation n'est pas juste à laisser sur son petit coussin, mais vraiment à emporter partout avec soi. Trouver ce qui vous fait du bien, c'est quand même plus important que de se coller une certaine étiquette, une certaine image aussi, je médite. Et je pense que c'est aussi dans ce sens-là que Jon Kabat-Zinn insiste sur le fait de garder la pratique de méditation discrète, de la garder pour soi. Et je pense que finalement, ça simplifie les choses. La méditation, elle doit rester basique. On médite pas pour visualiser des choses de fou, pour ressentir une transcendance quelconque. Finalement, la méditation, c'est simplement être. La formatrice nous a répété plusieurs fois ça et je trouve que c'est très pertinent. Elle nous disait la méditation c'est au ras des pâquerettes. Et je trouve que c'est un bon moyen de conclure cette vidéo. Merci en tout cas pour votre présence et votre écoute. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en avez pensé. Je suis toujours ravie de vous lire. D'avance merci et à très bientôt.